France Culture, il est 17h. Bonjour à tous, je vous propose d'écouter les grands classiques de la littérature française, des textes de notre patrimoine littéraire, lus dans la voix de grands comédiens pour En français dans le texte. Des œuvres au programme du baccalauréat, analysées avec le savant concours des professeurs de l'éducation nationale. Aujourd'hui, Le Malade imaginaire de Molière. Et dans une petite demi-heure, rendez-vous avec Rachid Santaki pour une grande dictée aux couleurs aujourd'hui d'Edmond Rostand. Un papier, un stylo, invité la romancière Maud Simoneau, auteure de L'Enfant céleste, un roman paru aux éditions de l'Observatoire. Enfin, l'anagramme d'Étienne Klein, le jeu de mots de notre malicieux physicien pour la minute de fin. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. Créée pour la première fois en 1673, la pièce est la dernière comédie de Molière. L'histoire du malade imaginaire joue sur des ressorts assez classiques. Argan, père Bougon, veut marier sa fille à l'homme qui lui a choisi, peu importe son choix à elle. Ce gendre idéal est le fils de son médecin Diafoirus, tout juste sorti de la faculté de médecine. Pour Argan, l'hypocondriaque, cela vaut toutes les situations du monde. À la fin de l'acte 1, Toinette, la fidèle, a eu l'idée de faire prévenir Cléante, l'amoureux d'Angélique. Il est arrivé alors déguisé en maître de musique, stratagème visant à s'introduire, masqué dans la chambre de son amante. Pas de chance, le père préfère que la leçon de musique ait lieu en public. Un public qui va s'agrandir avec l'entrée en scène des Diafoirus, père et fils. Mais dans Le Malade imaginaire, il y a une autre histoire, folle, incohérente, qui se loge dans les intermèdes, entre les actes. Nous sommes en effet dans une comédie-ballet, où chacun des 3 actes est encadré par des moments chantés et dansés, dont le rapport à l'action principale est très fluctuant. Les adaptations du Malade imaginaire montrent que les metteurs en scène ont souvent peur de ces passages. Soit ils les suppriment, soit ils n'en gardent que les 2 derniers, liés à l'histoire de la maison d'Argan. La scène que nous allons vous faire entendre avant de l'analyser est étonnante à plus d'un titre. Après un premier acte centré sur Argan, sa famille et ses gens, nous assistons dans cet extrait à une présentation de personnages extérieurs et notamment du duo de prétendants Thomas Diafoirus, l'officiel, et Cléante, l'amant clandestin, que Molière oppose avec beaucoup d'humour. Étonnante aussi dans la façon dont l'esprit de l'intermède entre ici dans l'action principale de la pièce, avec un Cléante qui se fait le porte-parole de l'auteur. On écoute tout de suite un extrait de la pièce, enregistrée en 2007 avec les comédiens de la Comédie Française par France Culture. Allons vite, ma chaise! Et des sièges à tout le monde! Mettez-vous là, ma fille. Vous voyez, monsieur, que tout le monde admire monsieur votre fils. Et je vous trouve bien heureux de vous voir un garçon comme cela. Monsieur, ce n'est pas parce que je suis son père, mais je puis dire que j'ai sujet d'être content de lui, et que tous ceux qui le voient en parlent comme d'un garçon qui n'a point de méchanceté. Il n'a jamais eu l'imagination bien vive, ni ce feu d'esprit qu'on remarque dans quelques-uns. Mais c'est par là que j'ai toujours bien auguré de sa judiciaire, qualité requise pour l'exercice de notre art. Lorsqu'il était petit, il n'a jamais été ce qu'on appelle éveillé. On le voyait toujours doux, paisible, taciturne, ne disant jamais mot et ne jouant jamais à tous ces petits jeux que l'on nomme enfantins. On eut toutes les peines du monde à lui apprendre à lire. Et il avait 9 ans qu'il ne connaissait pas encore ses lettres. Bon, disais-je en moi-même, les arbres tardifs sont ceux qui portent les meilleurs fruits. On grave sur le marbre bien plus malaisément que sur le sable, mais les choses y sont conservées plus longtemps. Et cette lenteur à comprendre, cette pesanteur d'imagination est la marque d'un bon jugement à venir. Lorsque je l'envoyais au collège, il trouva de la peine, mais il se roidissait contre les difficultés. Ses régents se louaient toujours à moi de son assiduité, de son travail. Enfin, à force de battre le fer, il en est venu glorieusement à avoir ses licences. Et je puis dire sans vanité que depuis 2 ans qu'il est sur les bancs, il n'y a point de candidat qui fait plus de bruit que lui dans toutes les disputes de notre école. Il s'y rendu redoutable. Et il ne s'y passe point d'acte
où il n'aille argumenter à outrance pour la proposition contraire. Il est ferme dans la dispute, fort comme un Turc sur ses principes, ne démord jamais de son opinion, et poursuit un raisonnement jusque dans les derniers recoins de la logique. Mais sur toute chose, ce qui me plaît en lui, et en quoi il suit mon exemple, c'est qu'il s'attache aveuglément aux opinions de nos anciens, et que jamais il n'a voulu comprendre ni écouter les raisons et les expériences des prétendues découvertes de notre siècle, touchant la circulation du sang et autres opinions de même farine. J'ai, contre les circulateurs, soutenu une thèse. Qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle comme un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit. Monsieur, c'est pour moi un meuble inutile. Je ne me connais pas ces choses-là. Oh. Donnez. Elle est toujours bonne à prendre pour l'image. Cela servira à parer notre chambre. Avec la permission aussi de monsieur, je vous invite à venir voir l'un de ces jours, pour vous divertir, la dissection d'une femme. Sur quoi je dois raisonner. Le divertissement sera agréable. Il y en a qui donnent la comédie à leur maîtresse, mais donner une dissection est quelque chose de plus galant. Au reste, pour ce qui est des qualités requises pour le mariage et la propagation, je vous assure que selon les règles de nos docteurs, il est tel qu'on le peut souhaiter. Qu'il possède en un degré louable la vertu prolifique et qu'il ait du tempérament qu'il faut pour engendrer et procréer des enfants bien conditionnés. N'est-ce pas votre intention, monsieur, de le pousser à la cour et d'y ménager pour lui une charge de médecin? À vous en parler franchement, notre métier auprès des grands ne m'a jamais paru agréable. Et j'ai toujours trouvé qu'il valait mieux pour nous autres demeurer au public. Le public est commode. Vous n'avez à répondre de vos actions à personne. Et pourvu que l'on suive le courant des règles de l'art, on ne se met point en peine de tout ce qui peut arriver. Mais ce qu'il y a de fâcheux auprès des grands, c'est que quand ils viennent à être malades, ils veulent absolument que leur médecin les guérisse. Bon, soyez plaisant. Ils sont bien impertinents de vouloir que vous autres, messieurs, vous les guérissiez. Vous n'êtes point auprès d'eux pour cela, vous n'y êtes que pour recevoir vos pensions, leur ordonner des remèdes. C'est à eux de guérir, s'ils peuvent. C'est vrai. On n'est obligé qu'à traiter les gens dans les formes. Monsieur, faites un peu chanter ma fille devant la compagnie. J'attendais vos ordres, monsieur. Et il m'est venu en pensée pour divertir la compagnie de chanter avec mademoiselle une scène d'un petit opéra qu'on a fait depuis peu. Tenez. Voilà votre partie. Moi, Ne vous défendez point, s'il vous plaît. Et me laissez vous faire comprendre ce que c'est que la scène que nous devons chanter. Je n'ai pas une voix à chanter. Mais il suffit ici que je me fasse entendre. Et l'on aura la bonté de m'excuser par la nécessité où je me trouve de faire chanter mademoiselle. Les vers en sont-ils beaux? C'est proprement ici un petit opéra impromptu, et vous n'allez entendre chanter que de la prose cadencée ou des manières de vers libres. Telles que la passion et la nécessité peuvent faire trouver à deux personnes qui disent les choses d'eux-mêmes et parlent sur le champ. Fort bien. Écoutons. Voici le sujet de la scène. Un berger était attentif aux beautés d'un spectacle qui ne faisait que commencer, lorsqu'il fut tiré de son attention par un bruit qu'il entendit à ses côtés. Il se retourne et voit un brutal qui, de paroles insolentes, maltraitait une bergère. D'abord, il prend les intérêts d'un sexe à qui tous les hommes doivent hommage. Et après avoir donné au brutal le châtiment de son insolence, il vient à la bergère et voit une jeune personne qui, des deux plus beaux yeux qu'il eût jamais vus, versait des larmes qu'il trouva les plus belles du monde. Hélas. Dit-il en lui-même,
Est-on capable d'outrager une personne si aimable et... Quel inhumain, quel barbare ne serait touché par de telles larmes? Il prend soin de les arrêter, ces larmes qu'il trouve si belles. Et l'aimable bergère prend soin, en même temps, de le remercier de son léger service, mais d'une manière si charmante, si tendre et si passionnée que le berger n'y peut résister. Tout le spectacle passe sans qu'il y prête aucune attention, mais il se plaint qu'il est trop court, parce qu'en finissant, il le sépare de son adorable bergère. Et de cette première vue, de ce premier moment, il emporte chez lui tout ce qu'un amour de plusieurs années peut avoir de plus violent. Le voilà aussitôt à sentir tous les maux de l'absence et il est tourmenté de ne plus voir ce qu'il a si peu vu. Il fait tout ce qu'il peut pour se redonner cette vue, dont il conserve nuit et jour une si chère idée. Mais la grande contrainte dont tient sa bergère lui en ôte tous les moyens. La violence de sa passion le fait résoudre à demander en mariage l'adorable beauté sans laquelle il ne peut plus vivre. Et il en obtient d'elle la permission par un billet qu'il a l'adresse de lui faire tenir. Mais, dans le même temps, on l'avertit que le père de cette belle a conclu son mariage avec un autre, et que tout se dispose pour en célébrer la cérémonie. Jugez quelle atteinte cruelle au cœur de ce triste berger. Le voilà accablé d'une mortelle douleur. Il ne peut souffrir l'effroyable idée de voir tout ce qu'il aime entre les bras d'un autre. Et son amour au désespoir lui fait trouver moyen de s'introduire dans la maison de sa bergère pour apprendre ses sentiments et savoir d'elle la destinée à laquelle il doit se résoudre. Il y rencontre les apprêts de tout ce qu'il craint. Il y voit venir l'indigne rival que le caprice d'un père oppose aux tendresses de son amour. Il le voit triomphant, ce rival ridicule, auprès de l'aimable bergère, ainsi qu'auprès d'une conquête qui lui est assurée. Et cette vue le remplit d'une colère dont il a peine à se rendre maître. Il jette de douloureux regards sur celle qu'il adore. Son respect et la présence de son père l'empêche de lui rien dire que des yeux. Mais enfin, il force toute contrainte, et le transport de son amour l'oblige à lui parler ainsi. Belle Phyllis, c'est trop. C'est trop souffrir. Rompons ce dur silence et m'ouvrez vos pensées. Apprenez-moi ma destinée. Faut-il vivre, faut-il mourir? Vous me voyez, Tircis, triste et mélancolique, aux apprêts de l'hymen dont vous vous alarmez. Je lève au ciel les yeux, je vous regarde, je soupire. C'est vous en dire assez. Ouais. Je ne croyais pas que ma fille fût si habile que de chanter ainsi. À livre ouvert, sans hésiter. Hélas, belle Phyllis, se pourrait-il que l'amoureux Tircis eût assez de bonheur pour avoir quelque place en votre cœur? Je ne m'en défends point dans cette peine extrême. Oui, Tircis, je vous aime. Ai-je bien entendu? Hélas, redites-le, Phyllis, que je n'en doute pas. Recommencez sans foi. Oui, Ne vous lassez pas, mais un rival. Ah, je le hais Je plus vous que aime, la mort. je vous Et sa aime, présence je vous m'est un aime, cruel je vous supplice. aime, Plutôt je mourir vous aime, que je jamais y vous consentir. aime, Plutôt mourir
Et que dit le père à tout cela? Il ne dit rien. Voilà un sot père que ce père-là, de souffrir toutes ces sottises-là sans rien dire. Oh, mon amour. Ah non, voilà assez. Cette comédie-là est de fort mauvais exemple. Le berger Tircis est un impertinent, et la bergère Phyllis une impudente de parler de la sorte devant son père. Montrez-moi ce papier. Où sont donc les paroles que vous avez dites? Il n'y a là que de la musique écrite. Est-ce que vous ne savez pas, monsieur, qu'on a trouvé depuis peu l'invention d'écrire les paroles avec les notes, même... Fort bien. Je suis votre serviteur, monsieur. Jusqu'au revoir. Nous nous serions bien passés de votre impertinent d'opéra. J'ai cru vous divertir. Les sottises ne divertissent point. Ah, voici ma femme, Mamour. Voilà le fils de monsieur Diafoirus. C'était Le Malade imaginaire de Molière, mis en scène par Claude Stratz, ancien directeur du Conservatoire national dramatique de Paris, un metteur en scène disparu il y a 13 ans. Une pièce jouée en 2007 sur la scène de la Comédie Française, enregistrée par France Culture. Les comédiens, c'est Loïc Corbery dans le rôle de Cléante, c'est Alexandre Pavlov dans celui de Thomas Diafoirus. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. Casting complet à retrouver sur franceculture.fr. Simon Chemama, qui a préparé cette analyse pour vous, souligne tout d'abord l'opposition des deux prétendants mise en scène par Molière et le comique de situation qui en découle. Mettons-nous d'abord à la place d'Angélique. Comment pourrait-elle envisager d'épouser ce grand benet, nouvellement sorti des écoles, comme l'écrit Molière, qui fait toutes les choses de mauvaise grâce et à contre-temps? Il est rare que Molière consacre une didascalie si longue à l'entrée en scène d'un personnage. Celle-ci ne manque pas de piquant. Quel oxymore résulterait d'une telle alliance? Angélique Diafoirus, la pureté céleste d'un côté, la débâcle intestinale de l'autre. Face à lui, Cléante, l'amoureux parfait. Cette scène dans laquelle les deux rivaux ne se parlent jamais est l'occasion de les comparer. Le personnage du fils n'est déjà pas gâté par Molière, mais comme si ça ne suffisait pas, son propre père, Diafoirus, en fait une description qui finit de le ridiculiser. Le jeune Thomas serait peu vif, étudiant laborieux, incapable d'improviser ses discours, adressé avant notre extrait à Argan puis à Angélique, qu'il avait d'abord confondu avec sa belle-mère. Cléante, lui, est plein de sang-froid. Il a l'idée de cet opéra impromptu et il sait même lire sur une feuille blanche. Diafoirus, lui, n'a jamais été joueur, tandis que Cléante semble bien s'amuser à dire la vérité au nez et à la barbe d'Argan et de son rival. Une note de la Pléiade nous apprend que l'interprétation d'un air chanté à double entente, devant un spectateur dupe, était une péripétie classique des comédies espagnoles, reprise dans certaines de leurs adaptations françaises à l'époque de Molière. Diafoirus, toujours, est l'anti-galant. Son cadeau pour Angélique est une attestation de soutenance de sa thèse de médecine. Super. Et le spectacle qu'il lui propose d'aller voir est une dissection de femme. Sick. Enfin, il montre tous les signes du mâle reproducteur. Là où Cléante offre à la jeune femme l'occasion de chanter et toutes les tendresses de son amour. Enfin, Diafoirus respecte scrupuleusement les règles, s'attache aveuglément aux opinions de nos anciens, nous dit son père, ainsi qu'aux règles de l'art. Cléante, lui, transgresse tous les codes de la bonne conduite. Il est téméraire et il innove. Dans sa ruse, il dit avoir adopté une façon toute nouvelle d'écrire les paroles sur du papier à musique. On retrouve là la pensée de Molière qui de pièce en pièce se moque bien des médecins, si prompte à suivre les procédures envers et contre tout. Maladus dutil crevare, comme dit en faux latin l'un des faux médecins du ballet final.
À l'opposé de cette profession, Molière, lui aussi, innove et révolutionne le genre. En 1673, à une époque où règne le classicisme, il compose sa dernière comédie-ballet, peut-être celle qui va le plus loin dans l'hétérogénéité baroque, avec ce grand prologue de pastoral et ce premier intermède de commedia dell'arte, qui s'autonomise complètement. Loin des règles de l'art, des anciens, Molière, lui, n'a qu'une règle, la liberté. Cléante est donc le double inversé de Thomas. Et l'inversion porte aussi sur leur rapport à la représentation. D'un côté, les Diafoirus n'ont pas conscience qu'ils ont des spectateurs, qu'ils sont en spectacle. Argan, qui n'est pas si bête, s'assoit pour eux, et Toinette ne se prive pas de formuler des commentaires ironiques comparables à ceux de Thésée et de sa cour, spectateurs de la lamentable pièce que jouent les artisans à la fin du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. De l'autre, les spectateurs du petit opéra pensent assister à une scène fictionnelle et n'ont pas conscience d'entendre, en fait, une véritable déclaration d'amour. D'un côté, le théâtre du monde, de l'autre, le théâtre tout court, révélateur de la vérité. Il suffirait de rappeler que dans Hamlet, c'est grâce à la pièce de théâtre qu'il organise que le jeune prince est définitivement persuadé de la culpabilité de son oncle. On continue notre analyse de cet extrait de l'acte 2 du Malade imaginaire de Molière. Ici, l'extrait commence sur la mention d'un objet scénique, la chaise, que demande Argan et sur laquelle il va s'asseoir, et s'achève sur un jeu autour d'un autre objet, les partitions que tenaient Cléante et Angélique. Que nous révèlent ces deux objets? Quel rôle jouent-ils? La chaise est l'un des attributs d'Argan qui se porte si mal qu'il doit se reposer. S'asseoir peut être un geste tragique. Chez Racine, ce sont par exemple les seuls mouvements d'Agrippine ou de Phèdre qu'indiquent les didascalies. C'est chez Molière un geste comique. Argan s'assoit aussi pour faire ses comptes d'apothicaire. C'est également un geste à relier avec l'autre objet, la partition. On s'assoit pour assister en effet à des spectacles musicaux. Ce sera le cas à la fin de cet acte 2, quand Béralde, le frère, offrira à Argan un divertissement, l'intermède des Égyptiens. Il y a dans cette petite improvisation de Cléante et Angélique deux particularités qui la rattachent très fort à l'esthétique de Molière. La première est son côté impromptu, comme le dit le jeune homme. Les comédies-ballets jouent sur les effets de juxtaposition entre actes et intermèdes, sans vraiment chercher à coudre logiquement toutes ces parties ensemble. On se rappelle aussi ce titre d'une autre pièce de Molière, L'impromptu de Versailles, où l'on voit l'auteur, metteur en scène, préparer dans l'urgence un spectacle pour le roi. Mais ce spectacle était en prose, et selon Molière, cela fait toute la différence. À Mademoiselle Béjart, qui s'inquiétait de ne pas avoir le temps d'apprendre son rôle, il répondait, dans l'impromptu de Versailles, « Quand même vous ne les sauriez pas tout à fait, pouvez-vous pas y suppléer de votre esprit, puisque c'est de la prose, et que vous savez votre sujet ?» Dans le petit opéra du Malade imaginaire, comme il s'agit de chanter, ça ne peut pas être aussi simple. Mais Cléante prévient tout de suite que ce sera de la prose cadencée ou des manières de vers libres. La liberté, encore, on y retrouve ça chez Molière. Bien sûr, les deux personnages n'évitent pas les maladresses, comme avec ce long vers de 14 syllabes d'Angélique. Je lève au ciel les yeux, je vous regarde, je soupire, qui tranche avec les autres vers. Mais Cléante et Angélique se rapprochent par la musique. L'autre particularité tient à l'idée que l'on peut écrire des paroles avec les notes mêmes. Bien sûr, c'est d'abord une boutade que formule Cléante, parce qu'il est poussé dans ses retranchements par Argan. Mais c'est aussi une conception qui se trouve au cœur de l'esthétique des comédies-ballets. La musique peut signifier. On s'en rend compte dans le merveilleux spectacle des Arts Florissants, en 1990, l'ensemble ayant repris l'intégrale du Malade imaginaire de Marc-Antoine Charpentier. La musique, vous allez l'entendre dans un court instant, n'est pas seulement un agréable accompagnement, elle crée un nouveau langage. Un an avant d'écrire le Malade imaginaire, Molière avait rompu sa collaboration avec Lully et il n'entendait pas laisser à ce dernier, fondateur officiel de l'opéra français, le monopole du cœur. Et maintenant, tous à vos livres, c'était le Malade imaginaire de Molière, analyse signée Simon chez Mama. On continue avec le plaisir des mots, cette fois d'Edmond Rostand, auteur choisi par Rachid Santaki pour la grande dictée de ce samedi.
Extrait de la musique de scène composée par Marc-Antoine Charpentier pour le Malade imaginaire de Molière, monté, je vous le rappelle, en 1673 pour la première fois par la troupe du roi sur la scène du Palais Royal à Paris. Interprété ici, en 1990, par l'ensemble des arts florissants. France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Si vous voulez, c'est comme une maison, le dictionnaire. Il y en a qui sont accueillantes, mais il y a des maisons, la porte est fermée. Le petit mot nouveau là, que tout le monde dit, meuf, keuf, je sais pas quoi, moi, kiffé, il cogne à la porte, et puis le dictionnaire, il y a des messieurs très sérieux qui disent derrière, mais ça, c'est pas des mots corrects, c'est pas des mots qu'on va apprendre à l'école, tu rentres pas. Mais nous, on est assez porte ouverte, enfin bon, dans la mesure du possible, parce qu'il faut aussi quand même choisir. Il y a des insultes, il y a des mots dégueulasses, il y a des mots qui sont pas beaux. Dégueulasse, d'ailleurs, c'est pas très beau, mais il est quand même dans le dictionnaire parce qu'il est très courant et que tout le monde l'emploie. Moi, j'aime beaucoup dégueulasse, et d'ailleurs, à chaque fois, je me fais reprendre, il faudrait dire dégoûtant. C'était Alain Ray, quel plaisir de l'entendre. Alain Ray qui nous a quittés cette année. Il était au micro de C'est pas sorcier, d'ailleurs, c'est le titre de cette émission sur France 3, et non pas Ce n'est pas sorcier, à l'adresse des enfants, ou comment rendre pédagogique, accessible à tous, la découverte et la science. Vous regardez parfois Rachid Santaki ? Je regardais cette émission jadis. Quand vous étiez un tout petit peu plus jeune qu'aujourd'hui. C'est bien ça. Oui, effectivement. Bonjour à vous, Rachid Santaki. Merci d'être avec nous. Bonjour Olivia et bonjour à Maud. En direct de chez vous, en Seine-Saint-Denis, où vous êtes toujours et encore confiné, comme la plupart d'entre nous. En tout cas, pas de possibilité de vous avoir pour le moment en studio. Alors pas confiné, puisque le confinement a été levé, reste maintenant le couvre-feu. Mais j'espère qu'on va bientôt pouvoir vous retrouver en studio, en tout cas Rachid Santaki, ainsi que nos invités. Aujourd'hui, l'éditrice et écrivaine Maud Simoneau. Bonjour. Bonjour Olivia, bonjour Rachid. Vous êtes l'auteur en cet automne de L'Enfant Céleste, un ouvrage paru aux éditions de l'Observatoire, un beau conte, une ode aussi à la beauté de la nature, à la relation filiale qui peut s'établir. On va en reparler, et vous êtes surtout là pour aiguiser votre crayon, affûter votre orthographe, et vous avez accepté, on vous en remercie, de participer à cette grande dictée de Rachid Santaki. Vous pouvez d'ailleurs, auditeur de France Culture qui est avec nous, retrouver Rachid Santaki en vidéo sur le Facebook de France Culture. Rachid, quel texte avez-vous choisi aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai donc choisi un extrait de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Pourquoi lui ? Pourquoi lui ? Cyrano de Bergerac, je n'ai pas eu l'occasion de vous proposer d'extrait de ce texte, donc c'est l'occasion, et nous allons pouvoir confronter Maud également à cet extrait. Pour le panache de l'auteur et du personnage aussi, peut-être. C'est quand même une des pièces les plus populaires de notre répertoire. Un film, une adaptation à l'écran par Alexis Michalik a rendu encore plus populaire ce personnage de Cyrano de Bergerac au long nez. On connaît cette scène-là. C'est pas celle que vous avez choisie ? Non, j'ai choisi une autre scène. Voilà le moment où il déclare aussi et déclame ses vers et ses mots à l'intention de Roxane, celle qu'il désire et qu'il aime. On va rappeler les règles. Maud Simoneau, Rachid Santaki va faire d'abord une première lecture pour vous mettre le texte dans l'oreille, une seconde lecture où il faudra pour vous prendre note, et une troisième lecture correctrice où on tentera de revenir ensemble sur les points de difficulté éventuels de cette dictée, les mots inconnus, les petites contradictions, les torsions de la langue. Nous allons voir ça ensemble, si il y en a dans ce texte d'Edmond de Rostand. Est-ce que c'est tout bon pour vous, Maud Simoneau ? Oui, j'ai pris mon stylo plume qui fait des pleins et des déliés. Je suis prête. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait de dictée ? J'en fais beaucoup avec mes enfants, en réalité. Donc je baigne dedans. Oui, mais c'est vous qui donnez la dictée dans ces moments-là, alors. Mais je participe activement. Ah ouais. Donc ça m'est assez familier. Non, je suis très contente de refaire une dictée. Ça fait, je sais pas, ça va donner mon âge. ça fait 30 ans. Ça fait quelques années, voilà. On en est tous à peu près au même point. Rachid Santaki, c'est à vous. Donc, première lecture. Au milieu de la rôtisserie, un cercle en fer que l'on peut faire descendre avec une corde et auquel de grosses pièces sont accrochées,
fait un lustre de gibier. Les fours, dans l'ombre, sous l'escalier, rougeoient. Les cuivres étincellent. Des broches tournent, des pièces montées, pyramides, des jambons pendent. C'est le coup de feu matinal. Bousculade de marmitons effarés, d'énormes cuisiniers et de minuscules gâtes sauces. Foisonnement de bonnets à plumes de poulet ou à ailes de pintade. On apporte sur des plaques de tôle et des clayons d'osier des quinconces de brioche, des villages de petits fours, des tables sont couvertes de gâteaux et de plats. D'autres, entourés de chaises, attendent les mangeurs et les buveurs. Point de suspension. Et fin de cette première lecture. Alors, sur cet extrait, Rachid Santaki, précisons qu'il s'agit là de la didascalie qui introduit le deuxième acte de la pièce. Voilà pour le côté très descriptif. L'auteur, Edmond Rostand, campe le décor. C'est vrai qu'il aimait bien en plus. Rostand donnait des détails, des instructions assez précises au metteur en scène à travers ces didascalies. Là, il rend compte de l'atmosphère de ce restaurant, de cette rôtisserie, de l'intérieur. Et Cyrano y attend Roxane. C'est parti pour la dictée. Au milieu de la rôtisserie, virgule, au milieu de la rôtisserie, virgule, un cercle en fer, un cercle en fer, au milieu de la rôtisserie, virgule, un cercle en fer que l'on peut faire descendre, un cercle en fer que l'on peut faire descendre avec une corde, virgule, avec une corde, virgule, et auquel de grosses pièces sont accrochées, virgule, et auxquelles de grosses pièces sont accrochées, virgule, fait un lustre de gibier, point. Je répète, et auxquelles de grosses pièces sont accrochées, virgule, fait un lustre de gibier, point. Les fours, virgule, les fours, virgule, dans l'ombre, virgule, les fours, virgule, dans l'ombre, virgule, sous l'escalier, virgule, je répète, les fours, virgule, dans l'ombre, virgule, sous l'escalier, virgule, rougeoie, point. Je répète, les fours, virgule, dans l'ombre, virgule, sous l'escalier, virgule, rougeoie, point. Les cuivres étincellent, point. Les cuivres étincellent, point. Fin de la dictée pour les écoliers. Les cuivres étincellent, point. Fin de la dictée pour les écoliers. Des broches tournent, point. Des broches tournent, point. Des pièces montées, pyramide, point. Je répète, des broches tournent, point. Des pièces montées, pyramide, point. Des jambons pendent, point. Des jambons pendent, point. C'est le coup de feu matinal, point. Je répète, des broches tournent, point. Des pièces montées, pyramide, point. Des jambons pendent, point. C'est le coup de feu matinal, point. Bousculade de marmitons effarés, virgule. Bousculade de marmitons effarés, virgule. D'énormes cuisiniers et de
minuscules gâte sauce. Point. Je répète, bousculade de marmitons effarés, virgule, d'énormes cuisiniers et de minuscules gâte sauce. Point. Foisonnement de bonnets à plumes, foisonnement de bonnets à plumes de poulet, foisonnement de bonnets à plumes de poulet, ou à ailes de pintade. Point. Ou à ailes de pintade. Point. Foisonnement de bonnets à plumes de poulet ou à ailes de pintade. Point. On apporte sur des plaques de tôle, on apporte sur des plaques de tôle et des clayons d'osier et des clayons d'osier. Je répète, on apporte sur des plaques de tôle et des clayons d'osier des quinconces de brioche, virgule, des quinconces de brioche, virgule, des villages de petits fours, point. Je répète, et des clayons d'osier, des quinconces de brioche, virgule, des villages de petits fours, point. Des tables sont couvertes, des tables sont couvertes de gâteaux et de plats, point. Je répète, des tables sont couvertes de gâteaux et de plats, point. D'autres entourés de chaises, virgule, d'autres entourés de chaises, virgule, attendent les mangeurs, d'autres entourés de chaises, virgule, attendent les mangeurs et les buveurs, point de suspension. Je répète, des tables sont couvertes de gâteaux et de plats, point. D'autres, entourés de chaises, virgule, attendent les mangeurs et les buveurs, point de suspension, et fin de cette seconde lecture. Merci beaucoup à vous, Rachid Santaki. On va maintenant relire et corriger ensemble cette dictée. Extrait de Cyrano de Bergerac, d'Edmond de Rostand. Comment ça s'est passé pour vous, Maud Simoneau? Ça va, c'est un beau passage, ça donne faim. J'ai des questionnements sur les pluriels, les tirets et ce genre de choses, mais ça va être intéressant. Ouais, entre deux effluves de cette rôtisserie de parfums, on va tenter de décrypter un peu ce qui se joue ici à travers l'orthographe des mots, la grammaire et la conjugaison. Alors, au milieu de la rôtisserie, c'est un peu le maître mot de cet extrait. Vous l'écrivez avec quelle petite singularité, particularité? Avec un accent circonflexe sur le haut. Sur le haut. 2 S-E-R-I-E. Un cercle en fer. Fer, c'est le matériau, F-E-R, que l'on peut faire, cette fois descendre, F-A-I-R-E. Descendre avec... S-C. Ouais. D-E-S-C, exactement. E-N-D-R-E, avec une corde. Ici, pas de difficulté, je pense. Et auxquelles de grosses pièces sont accrochées. Alors, de grosses pièces, on en déduit que c'est bien au pluriel. Elles sont plusieurs, nombreuses, et elles sont accrochées. Comment vous écrivez accrochées? A-2-C-R-O-C-H-E-S. Exactement, on accorde avec le verbe être. Fait un lustre de gibier. Le mot gibier. Mais j'ai écrit G-E-B-I-E-R, mais j'ai mis un S. Je me suis dit qu'il y en avait plusieurs. Alors, il n'y a pas de S.
D'accord. Un lustre de gibier. C'est vrai que la logique, on imagine des gibiers accrochés tout autour du lustre à la place des ampoules ou des pierres précieuses. Mais là, c'est un lustre de gibier sans S. Rachid Santaki? Oui, j'aurais pensé également que le lustre est fait de plusieurs gibiers, mais... Ou alors c'est le nom collectif, le nom générique, le gibier de ces animaux que l'on chasse. C'est pour indiquer de quoi ce lustre est fait. Il est fait de gibier de ces animaux que l'on chasse pour les manger. Les fours dans l'ombre, sous l'escalier rougeois. Les fours, F-O-U-R-S, virgule dans l'ombre, un M devant le B, bien sûr, sous l'escalier rougeois. Comment avez-vous écrit ce rougeois? R-O-U-G-E-O-I-E-N-T. Voilà. Pourquoi? Parce que sinon ça ferait rougois. Exactement. On tombe avec les rougon-macquart et on change de catégorie à ce moment-là. Rachid? Les cuivres étincellent, point. Donc, les cuivres au pluriel, C-U-I-V-R-E-S. Étincelle, donc accent aigu, T-I-N-C-E-2-L-E-N-T. Point. Des broches tournent, donc des broches pluriel, tournent, T-O-U-R-N-E-N-T. Point. Des pièces montées pyramide. Donc, pièces montées. Est-ce que vous avez mis un trait d'union? Ouais, mot de Simoneau. Pour les pièces montées. J'ai mis un trait d'union. Apparemment, Edmond Rostand n'en met pas. Mais je trouve aussi que la question pouvait se poser des pièces montées. Pyramide. Et là, c'est le verbe. P-Y-R-A-M-I-D-E-N-T. Ah, alors là, moi j'avais mis pyramide entre guillemets. Ouais. D'accord. Et là, c'est l'idée de pyramider. Elles sont pyramidales, elles montent dans cette direction-là. On est dans cette succession de verbes, les cuivres qui étincellent, les broches qui tournent, les pièces qui pyramident. Juste un mot sur le rougeois qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est bien le verbe rougeoyer. Donc là encore, G-E-O-Y-E-R à l'infinitif, enfin à l'infinitif justement avec un Y. Et donc quand le verbe se conjugue, les fours rougeois, ils rougeoient, le Y se transforme en O-I-E-N-T sur la fin, également pour le mot rougeoiement, qui s'écrit R-O-U-G-E-O-I-E-M-E-N-T. On continue. Des jambons pendent, le verbe pendre, P-E-N-D-E-N-T. Jambon, J-A-M-B-O-N-S. C'est le coup de feu matinal, pas de difficulté, on n'oublie pas le P à coup. Bousculade de marmitons effarés. Bousculade sans S, mot de Simoneau. Oui, je ne l'ai pas mis parce qu'il y avait foisonnement après où je n'en ai pas mis, mais j'ai hésité beaucoup. Vous avez eu raison, sur les deux, pas de pluriel, ni sur bousculade, ni sur foisonnement qui arrive ensuite. Bousculade de marmiton, M-A-R-M-I-T-O-N-S, effaré. Les marmitons, ce sont ces jeunes cuisiniers, ces apprentis cuisiniers que l'on retrouve dans les restaurants. Effaré, E, 2F, ouais, A-R-E-S, d'énormes cuisiniers, donc là on est au pluriel, à énorme et à cuisinier, et de minuscules, toujours au pluriel, gâte-sauce. Comment vous l'écrivez? Alors j'écrirais G-A, accent circonflexe T-E, S-A-U-C-E-S. Parfait. Il y a un S à sauce, mais pas à gâte, de minuscules gâte-sauce. G-A, accent circonflexe T-E, trait d'union, S-A-U-C-E-S. C'est un joli mot. Gâte-sauce. Mais apparemment, ça n'en fait pas pour autant, Rachid, un bon cuisinier. De bons cuisiniers, puisque Non, exactement, ce sont de mauvais cuisiniers. Oui, c'est ça. On comprend bien. Foisonnement de bonnets à plumes. Alors, bonnet au pluriel et à plumes. J'en mettrais aussi, parce qu'il y avait le serpent à plumes comme maison d'édition, qu'il y avait à S, il me semble. Alors là, c'est des bonnets à plumes de poulet ou à ailes de pintade. C'est souvent la question qui est récurrente dans ces dictées, mais là, contrairement au serpent à plumes pour la maison d'édition, où on l'imagine avec plusieurs plumes, là, c'est peut-être une indication sur la matière du bonnet. Exactement. Donc sans S, à plumes sans S, de poulet sans S, ou à ailes sans S, de pintade sans S. Oui, moi j'ai eu des S partout, là. On va compter ça comme une faute. C'est gentil. Une fois qu'on s'est pris les pieds dans le tapis, de toute façon, la dégringolade arrive. Mais on se redresse aussi vite, une fois qu'on a peut-être compris le sens de cette orthographe choisie par Edmond Rostand. On apporte sur des plaques de tôle,
O, accent circonflexe, L-E, sinon c'est la prison. Voilà, et non pas T-A-U-L-E. Des plaques au pluriel et des clayons d'osier. C-L-A-Y-O-N-S. Et qu'est-ce que c'est pour vous des pléions? Les clayons, je dirais que c'est des petites corbeilles, en fait. Exactement, des petits paniers en osier, utilisés notamment pour transporter le pain. Des clayons d'osier, des quinconces de brioche. Quinconces? Q-U-I-N-C-O-N-C-E-S. Bravo, c'est tout juste. Donc quinconce de brioche, brioche au pluriel, virgule, des villages de petits fours, pas de difficulté particulière, donc petit au pluriel, P-E-T-I-T-S, four également, F-O-U-R-S, point. Des tables sont couvertes, donc couvertes évidemment au pluriel, de gâteaux et de plats, point. D'autres entourés, donc entourés au pluriel et donc au féminin EES, E-N-T-O-U-R, E accent aigu, E-S, de chaises au pluriel C-H-A-I-S-E-S, virgule, attendent, A-D-T-E-N-D-E-N-T, les mangeurs et les buveurs. Mangeurs, M-A-N-G-E-U-R-S, et les buveurs, B-U-V-E-U-R-S, point de suspension. Pas de difficulté particulière, il me semble, pour ces deux dernières phrases. Merci beaucoup, Rachid. Combien de fautes au total, Motsimono, pour vous? Eh bien, A priori. 1, 2, 3, si on compte une seule faute, pas 3. Alors, on est dans la moyenne. C'est des S à chaque fois. Ouais. Et pyramide aussi, que j'avais mal écrit. L'utilisation en verbe me paraît toujours suspecte. Niveau de difficulté pour vous de cette dictée? C'était pas très difficile. Il y a juste ces histoires du pluriel, en fait, puisque c'est un problème récurrent, là, dans la description. Voilà. D'accord. Mais je saurais jamais. Enfin, je ne retiens pas. C'est comme les maisons en pierre. On m'explique la règle des tas de fois, tous les ans, et je la retiens pas. Voilà. Alors, on aura appris ce mot pyramidé, en tout cas pour les pièces montées, avec cette idée, ça on le voit bien, on l'imagine, on pense aux pyramides égyptiennes, de s'élever en prenant cette forme pyramidale pour ce verbe intransitif. La dictée, vous avez renoué du coup avec cet exercice, Motsimono, et on vous en remercie pour accompagner les auditeurs d'En français dans le texte. Aujourd'hui encore, dans cette nouvelle dictée de Rachid Santaki, vous pourrez retrouver sur franceculture.fr l'intégralité de la correction si on avait oublié d'éclaircir un mot de cette dictée ou une zone d'ombre qui se posait pour vous. Vous avez, imaginé le destin, le personnage de ce petit garçon Célian qui n'est pas si à l'aise à l'école avant de s'échapper loin avec sa mère sur une île légendaire. Ce Célian, est-ce que vous pensez que la dictée aurait été pour lui un exercice approprié? Oui, pour ces enfants-là, c'est surtout l'orthographe en général qui est compliqué. On dit que c'est la science des ânes, mais pour cet enfant qui est si intelligent par ailleurs, la difficulté principale, c'est l'écriture. Et la dictée est cruelle, toujours. Donc il aurait eu 0 sur 20 sans doute. Il aurait été très peiné. Pour cet enfant sensible et rêveur. Vous avez, vous, été biberonné aux contes et légendes, d'ailleurs du monde entier. On se souvient de cette très belle collection qui figurait parfois chez nos parents ou chez nos grands-parents qui nous emmenaient dans tous les pays du monde à travers et la géographie et l'histoire et l'espace et le temps. Très différents, Motsimono. Alors moi, je dis souvent que je dois tout à l'école de la République et aux bibliothèques. Je me souviens très bien de cette collection, en effet, mais ça m'a touchée qui est Cyrano de Bergerac parce que c'est un livre que j'ai lu très jeune et qui m'avait bouleversée. Donc voilà, j'ai lu les choses dans un joyeux désordre, pas toujours des choses de mon âge au bon moment, mais en tout cas ça fait voyager dans le temps, dans des endroits merveilleux et c'est sûr que c'est un apprentissage aussi des mots, de l'étymologie et de la poésie dont on se remplit en fait en continu. D'ailleurs, l'univers de votre roman, L'Enfant Céleste, est très poétique, très inspiré aussi par cette poésie. Et par quelle autre littérature, diriez-vous? Essentiellement, c'était de la poésie des écrivains. Là, on vient de perdre Jules Stéphane, par exemple, des gens comme Jacques Réda, Jacques Ottet, Giono aussi, des écrivains de la nature.
Genevois. Voilà, c'est eux qui m'ont inspiré. J'ai eu une grande attention aux mots dans ce texte parce que c'est important quand on parle de la nature d'avoir les mots justes. On m'a appris quand j'étais enfant que pour aimer les choses, il fallait bien les nommer. Et c'est bien les écrire aussi. Du coup, vous êtes très attentive à ça, à l'orthographe, à la manière de dire, d'écrire aussi les choses chez les autres, ou c'est une Très exigence que vous vous appliquez surtout à vous-même? Pour moi, c'est une grande souffrance. L'orthographe, en réalité, je fais des efforts continuels. Je n'ai pas une orthographe bonne naturellement. J'ai appris à écrire toute seule et d'une façon peu académique et je fais des fautes. Si je me relis pas, c'est épouvantable et on s'est beaucoup moqué de moi. Donc, je suis tout à fait compatissante avec les gens qui font des fautes. Mais j'aime ça, l'étymologie. Et là, je travaille chez Gallimard. J'ai la chance de travailler avec un service de correction merveilleux et je suis passionnée de ce qu'il me raconte. Parce que on avait la chance d'entendre tout à l'heure un arrêt, mais c'est un voyage à chaque fois. L'étymologie, le sens des mots et les explications illogiques parfois de tout ça me font rêver. Alors justement, dans votre comité de lecture, celui des éditions Gallimard, dont vous êtes membre, un manuscrit arrive truffé de fautes d'orthographe, c'est rédhibitoire? Pas du tout. Je ne vais pas citer de nom d'auteur, mais parmi les auteurs dont je m'occupe, certains qui sont les plus brillants et les plus intelligents n'ont pas une orthographe très sûre. Et ça n'a aucune importance, heureusement. Vous travaillez surtout dans ce roman avec tout un répertoire, un vocabulaire du sensible, du rêve, avec ce personnage, comme l'indique le titre du roman, l'enfant céleste, un vocabulaire à la fois aérien et d'autres diraient cristallin. La langue française permet tout ça. Est-ce que c'est le cas d'autres langues? Vous avez grandi en France, vous avez vécu en Norvège. D'ailleurs, ce roman s'inscrit dans ces territoires du Grand Nord. Est-ce que vous trouvez que la langue française est vraiment porteuse de cet imaginaire-là, tout particulièrement? Oui, elle l'est pour les descriptions. J'ai eu entre les mains des textes justement d'astronomes de cette époque-là, et c'est d'une poésie extraordinaire. Le luxe d'adjectifs pour décrire justement le monde céleste n'a pas de limite. Et j'ai appris, moi, beaucoup de mots qui paraissaient un peu exotiques et donc qui étaient propices à un voyage onirique et que je me suis approprié. Voilà, tout ça est toujours très très beau. J'aime bien le vocabulaire de la géologie, par exemple, aussi, et je suis très sensible à ça. Comment on arrive à domestiquer la langue et les mots petit à petit? Est-ce que c'est aussi par la lecture à voix haute? Est-ce que vous la pratiquez? Depuis que j'ai des enfants, oui, mais avant, non, j'avais jamais lu, j'avais pas cette habitude-là, en tout cas. Contrairement, justement, vous parliez des pays nordiques, eux, ils ont l'habitude de lire, ils font des lectures systématiquement, et il y a toujours beaucoup de monde qui assiste à ça, avec un verre à la main, en général, c'est l'occasion de boire aussi. On n'a pas, ça va venir, ça vient, hein, de plus en plus, on sent en France, et je trouve ça très joyeux. C'est pour ça que les dictées telles que vous les faites me paraissent vraiment une idée merveilleuse. Lire à voix haute, faire participer, faire ça de façon collective, c'est vraiment chouette. Voilà, et autour de ces grands textes aussi qui nous sont chers, comme aujourd'hui Edmond de Rostand, extrait de Cyrano de Bergerac, un grand classique, une pièce qu'on aura toujours plaisir à lire et à relire. Moment plaisir collectif, mais à distance encore en ce moment, j'espère, pour plus trop longtemps, et qu'on pourra bientôt se retrouver et refaire des dictées tous ensemble ici à Radio France. Merci beaucoup à vous, Rachid Santaki, et un grand merci à vous, Maud Simoneau, d'avoir participé, de vous être prêté au jeu de cette dictée. L'Enfant céleste, votre roman, apparu aux éditions de l'Observatoire. Merci, Maud. Et tout de suite, c'est l'anagramme d'Étienne Klein. Alors aujourd'hui, on va jouer avec quoi? On va jouer avec les chiffres plutôt qu'avec les lettres. Voilà l'exercice. Prenons un nombre entier. Exemple 13. Décidons de lui associer un autre nombre obtenu de la façon suivante. Le premier chiffre de ce nouveau nombre indiquera le nombre de zéros qui figure dans le nombre dont nous sommes partis, en l'occurrence 13. Donc combien y a-t-il de zéros dans 13, Olivia? 0. 0. Le deuxième chiffre sera le nombre de 1 présent dans ce nombre. Combien de 1 dans 13? 1. 1. Le troisième sera le nombre de 2. Combien? 0. 0. Donc le quatrième, c'est le nombre de 3. Combien il y a de 3 dans 1. 13, 1. Donc à 13, nous associerons 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 3. Autre exemple pour se faire la main, 1031. Il contient 1, 0, 2, 1, 0, 2 et 1, 3. Et donc en suivant le code que nous venons de définir, nous lui associons le nombre 1201. Maintenant on s'accroche. Les mathématiciens appellent nombres autodescriptifs les nombres qui restent identiques à eux-mêmes après la transformation que je viens de définir.
Par exemple, 0 est-il autodescriptif? Non. Non, parce qu'il s'écrit 1. 1. Bah oui, 0, il y a 1, 0, donc ça s'écrit 1. Et 1, est-ce qu'il est autodescriptif? Bah pas non plus, non. Il s'écrit 0, 1, il y a 0, 1, il y a 1, 1. Et 2? Et 2, il s'écrit 0, 0, 1, donc ça marche pas. Est-ce que 2020, à tout hasard, serait autodescriptif? Bah il contient 2 0, 0, 1, 2, 2, 0, 3, ce qui donne bien 2020. Miracle, 2020 est un nombre autodescriptif. Je dis miracle car si vous cherchez, vous verrez que les nombres autodescriptifs sont extrêmement peu nombreux. À vrai dire, il n'y en a en tout et pour tout que 7. 1210, 2020, 21 200, 3 211 000, et puis 3 autres que je ne citerai pas parce qu'ils sont un peu longs. Et la morale de l'histoire, ou pour conclure, Étienne? Eh bien, c'est qu'en plus de tout ce qu'elle nous a montré, avec la pandémie, le confinement, le couvre-feu, le Tour de France en septembre plutôt qu'en juillet, 2020 est vraiment une année exceptionnelle, au sens où elle est la seule année autodescriptive qu'il nous sera donné de vivre. Puisqu'en 21 200, la prochaine année à avoir cette propriété singulière, nous ne serons plus là. Sait-on jamais? Bah, en tout cas, pour Vous moi, pas. les choses sont assez claires. Et je recommande à celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur les nombres autodescriptifs, la lecture d'un article écrit par Nicolas Curien et Pierre-Louis Curien dans le dernier numéro de La Recherche, intitulé « Quand les nombres comptent, C-O-N-T-E-N-T, autant qu'ils comptent, C-O-M-P-T-E-N-T ». C'est pour la dictée. Merci beaucoup à vous, Étienne Klein. D'ailleurs, vous êtes toujours invité à venir participer à une dictée. J'espère que ce sera très prochainement. Je révise. Qu'on pourra vous compter parmi nous. Merci. Votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr. En français dans le texte, une émission préparée par Catherine Donnet et Sandrine Chaperon avec l'aide de Zora Vignier. Toutes les informations sont à retrouver sur la page de l'émission sur franceculture.fr. À la réalisation, Lydia Portis-Guérin avec Nasser Moussaoui et Jérémy Kaufmann à la technique. À la semaine prochaine avec Jules Verne. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée sur France Culture. Et je vous dis à lundi midi pour une grande table avec le comédien et conteur Gérard Jugnot et le médecin urgentiste Patrick Peloux.